Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le choléra aviaire. Donc tout naturellement, ceci fait partie du module relatif aux pathologies infectieuses et en particulier à la pathologie aviaire. Et comme nous sommes à un moment où il y a une forte croissance de l'élevage des animaux d'ornement, des poules d'ornement, eh bien, les éleveurs sont confrontés à d'énormes problèmes de santé, en particulier le choléra aviaire. D'où la nécessité de faire ce module. Donc tout naturellement, je vais vous proposer un plan qui est le plan d'une pathologie infectieuse qui comprendra une définition, l'étiologie, l'épidémiologie, la clinique, le diagnostic, le traitement, la prévention et la conclusion. Et tout naturellement, il y a une image d'un coq qui souffre de choléra aviaire caractérisé par un barbillon qui est très développé, qui est hypertrophié et qui est pratiquement un signe pathognomonique de la maladie. En définition, nous dirons que le choléra est aussi appelé la pasteurellose aviaire. C'est une maladie bactérienne grave, contagieuse, qui touche toutes les volailles, provoquant une forte mortalité. Elle est causée par Pasteurella miltocida de type A, de type B et de type D, mais aussi par Pasteurella gallinarum et Pasteurella hemolytica. La pasteurellose aviaire est aussi appelée choléra aviaire, mais il faut noter que cela n'a rien à voir avec le choléra humain, qui lui est dû à un vibrio cholérique. Donc le choléra affecte surtout les sujets adultes à partir de la 16e semaine, juste avant l'entrée en pente, et se manifeste cliniquement soit sous forme aiguë, soit sous forme chronique. Dans la forme aiguë, c'est une forme caractérisée par une septicémie. On aura une carcasse qui est entièrement rouge, foncée, de la diarrhée qui est verdâtre ou grisâtre, mais surtout, un élément très important, nous aurons des crêtes et des barbillons qui sont sombres et qui sont hypertrophiés. Dans le cas de la forme chronique, on aura surtout des problèmes respiratoires et des gonflements des barbillons. Il faut dire que la pasteurellose est cosmopolite et elle sévit soit sous forme enzootique, autrement dit, elle va persister durant toute l'année, ou exceptionnellement, elle peut apparaître sous forme sporadique, autrement dit, quelques cas qui surgissent de temps à autre. Elle se propage par contact ou par contamination environnementale, particulièrement après un stress. Et on observe surtout une forte mortalité, mais aussi une forte morbidité, d'où l'impact économique majeur de la maladie. La pasteurellose aviaire est redoutable, particulièrement chez les daims et chez les canards. Pour toutes ces raisons, elle nécessite une biosécurité stricte et la vaccination, mais aussi des traitements à base d'antibiotiques qui permettent de gérer les cas. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons une poule qui souffre de choléra aviaire et nous constatons ici un gonflement de la tête, mais aussi et surtout une conjonctivite purulente. S'il faut lever ses paupières, on trouvera inéluctablement du pus qui s'est consolidé et qui donne l'impression que c'est un grain de haricot. Et c'est pour cela que traditionnellement nos éleveurs disent de ne pas donner du haricot à de poules quand cela apparaît dans les yeux, alors qu'il s'agit tout simplement de la pasteurellose aviaire. Comme la paupière donne la forme au pus qui va se consolider, qui a une couleur blanchâtre et qui finit par prendre la forme d'un grain de haricot, beaucoup pensent qu'il s'agit de haricot, alors qu'il ne s'agit pas de haricot, il s'agit du pus. Là, nous avons aussi un autre sujet qui est atteint. On constate le bec qui est ouvert, ce qui est l'expression des troubles respiratoires, les barbillons qui sont foncés, violacés, cyanosés et la conjonctivite avec une tuméfaction de la paupière.
Pour ce qui est de l'étiologie, il faut dire que Pasteurella miltosida est l'agent pathogène responsable du choléra aviaire. Mais il faut dire aussi qu'il existe d'autres pasteurelloses qu'on peut rencontrer chez d'autres espèces, donc Pasteurella miltosida est responsable. Elle a été découverte par un vétérinaire alsacien du nom de Moritz. Elle fut étudiée successivement par Sebastiano Rivalta en 1877 et Eduardo Perosito et enfin Henri Toussaint a continué les travaux. Mais en tant que pasteurien, on ne peut pas oublier la contribution majeure de Louis Pasteur sur la pasteurellose aviaire, car il a mis au point une méthode de culture qui est plus efficace, mais l'élément le plus important, c'est que Louis Pasteur publiait un procédé de vaccination par atténuation à l'aide d'oxygène. Il s'agit en effet du premier vaccin vivant atténué mis en place par Louis Pasteur. Eh bien, quand vous partirez au centre de recherche médicale et sanitaire, au niveau du laboratoire, plus précisément au niveau de la bibliothèque, vous trouverez une planche qui montre les travaux de Pasteur sur la pasteurellose aviaire. Donc, il faut dire que ce sont des bactéries gram-négatifs qui sont immobiles. Il existe 3 espèces, Pasteurella miltosida, Pasteurella septica et Pasteurella gallicida dans le cadre du choléra aviaire. Ces bactéries sont très peu résistantes dans le milieu extérieur. Elles sont sensibles à la dessiccation, au froid, à la chaleur, mais aussi aux antibiotiques. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons Pasteurella miltosida. Là, nous avons une culture de Pasteurella miltosida. Là, nous avons une geleuse au sang. Parlons à présent de l'épidémiologie de la pathologie. Il faut dire que les sources d'infection sont diverses et variées. C'est ainsi que parmi les sources d'infection, on peut évoquer les oiseaux infectés de façon chronique, les oiseaux sauvages qui viennent boire au niveau des sujets, les rongeurs, mais aussi et surtout les mammifères domestiques qui sont les réservoirs. Le mode de transmission du choléra aviaire se fait surtout par contact avec les sujets malades. La transmission se fait aussi bien de manière indirecte. Cela fait intervenir le matériel d'élevage, les objets qui sont souillés, les sécrétions, les déjections des oiseaux qui sont contaminés, les sécrétions buccales, les sécrétions nasales ou conjonctivales qui peuvent contaminer les sujets sains. Pour ce qui est des facteurs favorisants, il y a le froid. Le choléra aviaire est plus fréquemment observé en période froide. Une litière qui est très humide favorise la longévité de la bactérie et par conséquent favorise la transmission. Le stress favorise également la prédisposition à la maladie. En ce qui concerne la clinique, il faut dire que la maladie évolue sous 3 formes selon la virulence du germe. Il y a la forme suraiguë, puis la forme aiguë et enfin la forme chronique. En ce qui concerne la forme suraiguë, elle se manifeste par une mort subite sans signe clinique. Eh bien, les oiseaux sont prostrés, il y a un abattement, des difficultés de mouvement, des respirations qui sont courtes et l'élément le plus important, ce sont les crêtes et les barbillons qui sont violacés. Et c'est ainsi que seule l'autopsie permettra de confirmer la maladie, pour la simple raison que on a des morts subites, donc c'est difficile de suspecter telle ou telle maladie. Donc là, nous avons la postration des sujets, et là, nous avons, après une mort subite, des crêtes qui sont violacées et des barbillons qui sont violacés. La deuxième forme, c'est la forme aiguë. Elle se traduit par une fièvre pouvant aller à 40 degrés, des animaux qui ont une soif intense, une respiration accélérée et sifflante. On peut observer une diarrhée qui peut être mucoïde ou verdâtre,
et surtout une odeur nauséabonde. On peut observer la crête et les barbillons qui sont cyanosés, un écoulement muconasal, oculaire et buccal. Les oiseaux postés meurent le bec le plus souvent dans l'eau à cause de la soif intense. Et enfin, la dernière forme clinique, c'est la forme chronique. Elle se manifeste à la fois, elle se manifeste suite à la forme aiguë et elle se manifeste par l'apparition des abcès au niveau des points de pénétration, des œdèmes qui touchent un seul ou les deux barbillons, des gonflements de la tête avec des plumes qui sont hérissées, des arthrites suite à une septicémie, des torticolis chez l'Aden dû à l'infection de l'oreillon moyen, une pharyngite qui peut se transformer en infection respiratoire chronique, du jetage, des râles dû à la trachéite, et enfin une conjonctivite avec des écoulements oculaires. Donc là, nous avons des barbillons qui sont enflés. Là, nous avons un gonflement entier de la tête. Là, nous avons des difficultés respiratoires chez le sujet qui est obligé d'ouvrir le bec. Là, nous avons une conjonctivite purulente. Et s'il faut lever la paupière, vous trouverez du pus qui s'est consolidé et qui donne l'impression d'un grain de haricot. Une fois de plus, il ne s'agit pas de haricot, il s'agit du pus. Et une fois de plus, il faut dire qu'on peut bel et bien donner du haricot aux poules et aux pigeons. Cela ne provoque aucune maladie, bien au contraire, c'est une source de protéines d'origine végétale qui est très importante et qui permet une bonne croissance des sujets. Ensuite, concernant le diagnostic bactériologique nécessite un prélèvement qui peut être du sang, de l'écoulement nasal, une diarrhée, du pus, le foie, les poumons. Tout ceci peut être pris comme prélèvement. On peut faire de l'examen microscopique en mettant en évidence des bactéries négatives, gram négatifs, qui sont immobiles, mais on peut faire aussi la culture ou bien identifier Pasteurella grâce à une galerie à 20 puits. On peut faire aussi du diagnostic allergique, c'est ainsi qu'on peut utiliser une intradémoréaction, comme dans le cas de la tuberculose, mais cette fois-ci, non pas avec la tuberculine, mais plutôt avec de la pasteureline 4. À l'autopsie, il faut dire que dans le cadre de la forme suraiguë, on constate surtout une congestion intense de la carcasse due à la septicémie. N'oublions pas que le choléra est aussi appelé la fièvre septicémique. On observe des pétéchies sur l'arbre bronchique, sur les myocardes, sur les viscères. Dans le cas de la forme aiguë, on observe des pétéchies hémorragiques en piqûre de puce sur le myocarde, sur la trachée et sur les tissus conjonctifs et sous-cutanés. Le foie présente des taches et des piquettes blanchâtres. Chez le canard et chez la dinde, on observe des foyers conjonctifs et on peut observer une entérite. Autrement dit, une inflammation de l'intestin grêle avec un contenu verdâtre et nauséabond. Et enfin, il faut noter l'observation d'inflammation des sacs aériens dans le cadre de l'infestation par la souche A7. Dans le cas de la forme chronique, on observe surtout des arthrites qui est parfois suppurée, des aérosacculites, une sinusite, des conjonctivites, des foyers pulmonaires, des ovarites, autrement dit l'inflammation des ovaires, des œdèmes inflammatoires des barbillons. Pour ce qui est du traitement, on peut utiliser beaucoup d'antibiotiques, en particulier la pénicilline, la tétracycline, le chloramphénicol, l'érythromycine, la polymyxine et même les sulfamides. En ce qui concerne la prévention, il faut dire dans le cadre de la prévention de la prophylaxie sanitaire, il faut isoler les sujets et traiter les malades. Il faut désinfecter les locaux et si on observe des germes résistants, on peut faire un stamping out directement. Pour ce qui est de la prévention médicale, il faut dire que les vaccins ont peu d'intérêt à cause de la réputation des mauvais antigènes.
Et l'antigène de Pasteur-là est presque toujours associé à d'autres vaccins. Donc, les vaccins qu'on utilise de nos jours sont des vaccins obtenus à partir de cultures denses qui sont inactivées au formol ou à la bêta-propiolactone et auxquels on ajoute un adjuvant qui est de l'huile minérale ou de l'hydroxyde d'alumine. L'immunité est peu satisfaisante et dure seulement 8 à 10 mois. Il faut dire aussi qu'il y a un protocole vaccinal. On peut utiliser le vaccin Néatifomix avec une injection en primo-vaccination à l'âge de 3 à 6 semaines et un rappel à partir de la 10e semaine. Il est important que tout vaccin utilisé pour la prévention soit du même type que le germe responsable de la maladie. Là, nous avons le vaccin responsable de la prévention contre le choléra aviaire. Vous pouvez trouver plusieurs sur le marché. Et en conclusion, je dirais que la pasteurellose aviaire est une pathologie qui a un fort impact économique dans la filière avicole. La maladie est reconnaissable par des barbillons gonflés, des conjonctivites, avec des fois une accumulation de pus qui donne l'impression des graines de haricots sous la paupière. Il faut dire que Pasteurella miltocida est sensible aux antibiotiques. Toutefois, la vaccination s'avère être la prévention de choix, sans oublier d'assurer une biosécurité et de limiter le stress des sujets afin d'éviter l'émergence de la maladie. Donc voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous, chers éleveurs, et je vous remercie de votre très aimable attention. N'hésitez pas à le partager avec les confrères, mais aussi avec nos chers étudiants qui sont dans les écoles vétérinaires et enfin avec les éleveurs dans l'optique qu'ils soient prompts à contacter les vétérinaires lorsqu'ils sont confrontés à la pathologie. Dans tous les cas, elle est reconnaissable facilement à cause des barbillons, à cause des crêtes qui sont violacées et le plus souvent à cause des conjonctivites purulentes. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois.